Nous avons choisi de centrer cette journée sur la jeunesse haïtienne parce qu'elle subit de manière disproportionnée les effets des actes de violence et de criminalité qui sont perpétrés à Port-au-Prince et dans le reste du pays. Bien que les jeunes représentent l'avenir de ce pays, ils sont actuellement privés d'accès à une éducation de qualité et de perspectives économiques. Ce sont cependant ces mêmes jeunes qui, de par leur importance démographique, représentent un atout majeur pour contribuer à instaurer durablement la paix et la prospérité économique en Haïti. Pour cela, mesdames et messieurs, ils se doivent prendre une part active à l'instauration d'un changement positif dans ce pays. Je tiens à féliciter chaleureusement les jeunes gens qui participent à cette session pour leur engagement et leur implication dans les débats qui visent à promouvoir la paix et la stabilité en Haïti. Nous connaissons les défis qui sont les vôtres aujourd'hui. Une éducation, une formation inclusive et de qualité. C'est cela qu'il vous faut pour assurer votre épanouissement immédiat et à long terme. Acquérir les compétences dont vous avez besoin et renforcer vos aptitudes. J'invite à cet égard les autorités gouvernementales à s'investir dans l'éducation de sa jeunesse afin d'assurer un avenir meilleur à ce pays. Je les encourage également à accroître la place qu'elles accordent aux voix issues de la jeunesse dans les débats sociétaux actuellement en cours en Haïti. Mesdames, Messieurs, la Journée internationale de la paix intervient cette année dans un contexte doublement particulier, marqué par la pandémie de COVID-19 et le 75e anniversaire de l'ONU. La nature multidimensionnelle et mondiale de la crise liée à la COVID-19 nous démontre clairement que nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Notre adversaire commun est un virus invisible à l'œil qui menace notre santé, notre sécurité et notre mode de vie. Voilà pourquoi les Nations Unies en Haïti appellent les Haïtiennes et les Haïtiens à ne pas relâcher leur respect des gestes barrières. Malgré les apparences, le coronavirus est encore présent dans le pays. Et pour marquer son 75e anniversaire, et tenant compte des leçons tirées de la crise sanitaire que nous traversons, l'ONU organise la plus vaste conversation mondiale sur la construction de l'avenir pacifique et prospère que nous appelons de nos vœux. Cet atelier virtuel, organisé dans un contexte de distanciation physique, en fait partie. Nous allons à présent écouter et échanger avec un panel de jeunes gens sur les questions qui les préoccupent quant à l'avenir d'Haïti. Je souhaite les encourager à discuter du rôle qui peut être le leur dans la promotion de l'état de droit, d'une justice impartiale, du respect des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption, ainsi que de s'exprimer sur les autres défis qui doivent être relevés pour conduire progressivement Haïti vers une paix et un développement durable. Je vous remercie. Oui, nous remercions Madame la représentante spéciale du secrétaire général pour son allocution et qui a souligné effectivement le rôle et l'engagement en tout cas de la communauté internationale pour accompagner en tout cas Haïti à promouvoir vraiment la paix dans tous les secteurs. Et nous rappelons également que
la concertation, la consultation mondiale qui a été lancée peut toujours être remplie sur Internet. C'est une enquête et vous pouvez juste cliquer ONU 75 pour pouvoir participer à cette consultation. Merci encore, Madame Lalimé. Alors, mesdames et messieurs, le gouvernement haïtien a traduit sa priorité sur la promotion de la jeunesse en y consacrant un département ministériel doté d'un secrétariat d'État. Nous invitons Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse à prendre la parole pour son allocution. Monsieur Charlot Jacquelin Junior, à vous la parole. Nous ne recevons pas. Est-ce que vous êtes connecté, Monsieur le secrétaire d'État? Oui, le micro est fermé. Si vous pouvez l'ouvrir. Bonjour, vous m'entendez? Oui, nous vous recevons 5 sur 5. Ok, merci beaucoup. Et bonjour à vous tous et à vous toutes. Je tiens à saluer la présence de Madame la représentante de l'ONU en Haïti, Madame Lalim. Je tiens également à saluer la présence du ministre de la Justice et Monsieur Rockefeller et tous les autres panélistes qui sont là, les différentes agences des Nations Unies en Haïti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, dont je me fais aujourd'hui le porte-parole, je l'insigne l'honneur de vous adresser cette brève communication à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Avant d'enchaîner avec mes propos, permettez de vous rappeler que la paix s'inscrit sur les champs d'intervention de l'ONU comme un champ très important. Aussi s'est-il révélé plus que nécessaire pour l'Assemblée générale, face aux nombreuses turbulences qui secouent le monde, de consacrer une journée internationale au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et de tous les peuples. Cette paix, dois-je vous le rappeler, va bien au-delà d'une simple absence, mais se réfère plutôt à l'installation d'une parfaite harmonie où chacun peut jouir de ses droits fondamentaux et s'épanouir dans la société comme acteur de progrès durable. De toute évidence, le monde aujourd'hui fait peur. En nous concentrant sur cette dure réalité, nous finissons assez souvent par oublier que nous pouvons être des artisans de paix dans le monde, même si la réalité est tumultueuse. C'est pour nous rappeler que nous en avons tous la capacité, que l'ONU a retenu ce thème, façonner la paix ensemble pour la commémoration de cette année. Oui, l'instauration d'un climat de paix durable pour un avenir durable dans le monde n'impute pas seulement à la seule responsabilité des Nations Unies, mais à chacun de nous. C'est dans ce souci que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique s'associe aux Nations Unies dans le cadre de la commémoration de cette année. Peut-être êtes-vous en train de vous interroger, comme moi, sur la place et le rôle de la jeunesse dans cette démarche de promotion et de construction d'une paix durable en Haïti. Peut-on façonner cette paix en Haïti sans une implication effective de la jeunesse? D'abord, d'ailleurs, elle est la majorité nationale, environ 65% de jeunes constituent la population haïtienne. Peut-on porter la jeunesse à s'impliquer sans une prise en charge effective de ses besoins et aspirations les plus profonds? Cela ne fait plus l'ombre d'un doute aujourd'hui que la jeunesse constitue la force motrice sur laquelle il faut compter pour le développement d'Haïti. Cette vérité doit interpeller
tous les acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans le secteur de la jeunesse pour que les actions concrètes, efficaces, susceptibles de contribuer à l'épanouissement, à l'insertion sociale et économique de tous les jeunes soient mises en œuvre. Ce 21 septembre doit constituer pour nous autres acteurs une occasion de nous interroger sur notre contribution effective à l'instauration et au maintien de la paix dans les différentes communautés, tant urbaines, sururbaines que rurales, avec et pour l'avenir du pays, en fin de compte. Aussi, le ministère s'engage-t-il, certes, avec l'appui de ses parties, avec l'appui de ses différents partenaires, à lancer sous peu les assises et les conseils consultatifs devant contribuer à l'actualisation et à la mise en application de la politique nationale de jeunesse. Avec les grandes orientations définies par ce cadre normatif, associé du plan stratégique susceptible de favoriser son atterrissage, les bases seront définitivement jetées pour une meilleure prise en charge de la jeunesse. Le ministère va également s'atteler à la constitution et à la mise en œuvre de la table nationale sectorielle de jeunesse. Avec ce dispositif qui constitue un espace d'échange, d'harmonisation, de partage d'expériences entre les principaux acteurs, les risques de chevauchement, de duplication, donc de gaspillage de ressources et d'énergie seront réduits. Là encore, ce sont les besoins de la jeunesse haïtienne qui seront mieux adressés, créant ainsi les conditions favorables à l'avènement de ce climat de paix dont la jeunesse sera à la fois acteur, partenaire et bénéficiaire. Il y a le projet de formation itinérante, ciblant certains quartiers dits à risque de la capitale et des villes de province pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et la promotion de la non-violence. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, le chantier est très vaste et les ressources vraiment limitées, alors qu'il y a une grande urgence d'agir vite et efficacement. Le MJSAC en appelle aujourd'hui à la collaboration de tous ses partenaires, tant étatiques que non étatiques, pour la réalisation de ces projets et de toute autre intervention dont l'incidence sur l'amélioration des conditions de vie des jeunes et sur l'établissement et le maintien de ce climat de paix en Haïti sera très significatif. Façonnons ensemble cette paix avec la participation de tous. Aujourd'hui, nous savons tous très bien que la majorité des situations de conflit qui règnent dans le pays sont dans les quartiers populaires et ces quartiers populaires sont généralement habités par des jeunes et ce sont ces jeunes-là qui sont désormais enrôlés dans des gangs armés et qui malheureusement deviennent des agents de turbulence et qui font agrandir le taux de criminalité en Haïti. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces aspects. Justement, pour parler de paix, il faut qu'il y ait dans ce pays une véritable intégration, participation et encadrement de la majorité nationale qui est la jeunesse, justement parce qu'elle a besoin d'espérance, elle a besoin de croire en son avenir, elle a besoin de laisser cette situation d'incertitude dans laquelle elle se trouve pour pouvoir avancer dans la vie avec beaucoup d'espoir et confiance en l'avenir. Mesdames, Messieurs, c'est par ces propos que je tiens à vous demander tous de vous atteler et de vous mettre au travail au-delà même de la journée internationale de la paix pour que la jeunesse haïtienne soit au cœur même de toutes les dynamiques nationales visant à promouvoir la paix. Merci à vous tous. Vive la jeunesse haïtienne. Vive Haïti. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous remercions Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse pour son allocution qui est vraiment pleine de sens et qui traduit l'engagement du gouvernement pour la promotion de la jeunesse et par-delà donc la promotion de la paix. Mesdames et messieurs, on ne saurait parler de paix sans sécurité et sans justice.
C'est ainsi que nous invitons Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur Rockefeller Vincent, à prendre la parole pour son allocution d'ouverture. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Hélène Lalim, Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse, Monsieur Charles Jacquelin Junior, chers intervenants, chers participants. Cette journée orientée vers la célébration et la prise d'engagement des idéaux de paix au sein des nations et des peuples, c'est un honneur pour moi de prendre part à cette commémoration de paix, car le pays connaît une hausse généralisée de criminalité. Les partisans du chaos manipulent les bandes armées qui se développent continuellement. Des mouvements de protestation violentes prennent d'assaut l'espace public en empêchant aux populations civiles de vaquer librement à leurs activités. Comme résultat, les activités scolaires sont en partie paralysées et les autres secteurs d'activité de la vie nationale fonctionnent dans l'hésitation. L'État haïtien, en réaction, mobilise tout son appareillage sécuritaire, en particulier la police nationale d'Haïti, pour sévir contre tout fauteur de troubles et redonner au peuple haïtien la paix et la stabilité, lesquelles sont indispensables à l'atténuation de ces difficultés quotidiennes. Cette journée internationale, consacrée particulièrement à la paix, arrive à juste titre. Elle offre une occasion plus de comprendre que dans une société démocratique, l'instabilité ne peut être la règle et la paix une exception. Ainsi, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique salue sincèrement le système des Nations Unies en Haïti, qui a décidé de l'associer aux activités commémoratives relatives à la Journée internationale de la paix. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique entend déployer toutes ses forces afin que le calme et la sérénité puissent régner dans le pays. Car l'administration Moïse Joute n'entend pas céder face aux menaces des bandes armées qui terrorisent la population haïtienne. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, tout en remerciant l'ONU pour son support constant à la paix dans le pays, accueille favorablement cette démarche consistant à impliquer les jeunes issus de différentes communautés dans ces activités commémoratives relatives à la Journée internationale de la paix, car ils représentent l'avenir de la paix dans le monde. Je sais que les interventions seront enrichissantes et les débats passionnants d'intérêt. En ces temps difficiles, ces activités embarrassant les enjeux de l'heure donnent paradoxalement goût à la vie et la foi dans un monde meilleur. Tout en souhaitant à tous et à toutes une bonne journée internationale de la paix, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique profite de l'occasion pour renouveler ses vœux de collaboration au système des Nations Unies en Haïti et à toute instance nationale et internationale engagée dans la promotion de la culture de la paix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, pour cette intervention très pertinente et qui, en même temps, clôt la série des interventions d'ouverture.
Maintenant, nous allons passer donc à la phase du panel. Et ce panel va être animé par 7 jeunes, comme cela a été annoncé dans les différentes interventions. 7 jeunes qui sont issus de plusieurs milieux, donc en Haïti. Et il s'agit donc de juste pour donner des éléments concrets, chaque groupe de panélistes va avoir 10 minutes juste pour introduire, et nous allons passer donc tour à tour les 4 thèmes, et à la fin nous aurons des échanges. Donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire sur le chat, nous allons les récupérer et partager avec les panélistes. Alors donc le premier panel, le premier thème concerne donc l'impact des situations de violence sur la vie des jeunes en Haïti. Donc les jeunes sont vraiment mieux placés pour introduire ce thème, et je vais introduire Julie Cameline, qui est membre du groupe des jeunes actifs de Bel Air, et Anne Genli, qui est membre du groupe des scouts. Alors, Julie Cameline, vous avez la parole. Merci. Bon, je dis bonjour à tout le monde. Comme vous avez dit, je suis Julie Cameline Ménard, j'ai 30 ans. Je suis la secrétaire du groupe Jejabel. J'ai grandi et j'habite encore à la rue Lamar. Étant plus jeune, j'ai fréquenté les écoles de la zone, ce qui m'a permis une grande sensibilisation, surtout ce qui concerne et ce qui fait dans le quartier. Le Jejabel est une association de jeunes de Bel Air, dont le rayon d'action s'étend à Poste-Marchand, Fort National, Bel Air lui-même et dans certains quartiers du centre-ville. Dans nos réunions et nos activités, nous militons pour un accès facile aux services de base tels que une alimentation de qualité, l'éducation, l'eau potable, les loisirs pour nos communautés. Nous posons le problème de répartition de la population et de l'habitat dans nos quartiers, puisque les constructions anarchiques, la bidonvillisation et la promiscuité sont le lot de presque tous nos quartiers. Nous réfléchissons beaucoup sur la problématique de la sécurité quand les tueries, les braquages, les viols, les incendies deviennent de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, 21 septembre 2020, nous célébrons la 19e journée annuelle de la non-violence et du cessez-le-feu. Et dans un mois, nous aurons à commencer la création, nous allons commémorer, la création de l'Organisation des Nations Unies. Dans quel contexte survient cette double de célébration? D'abord, il y a la crise mondiale liée à la pandémie de la COVID-19. En effet, depuis décembre 2019, l'humanité évolue au rythme de la propagation du coronavirus, du nouveau coronavirus.
avec son soutien, avec tout soutien avec tout son train de conséquences, excusez-moi. Rétablissement de l'économie, ralentissement de l'économie mondiale, restriction de l'économie mondiale, restriction des déplacements, surexposition des couches les plus vulnérables et prolifération de la violence. D'après l'OMS, dans un article publié le 8 juin 2020, elle avance que les jeunes de 10 à 29 ans sont au nombre de 43% qui sont enregistrés comme au total, un pourcentage de 43% d'homicides enregistrés chaque année dans le monde. De plus, l'OMS estime que l'homicide est la 4e cause de décès chez les jeunes de 10 à 29 ans, dont 83% des victimes sont de sexe masculin. Par ailleurs, 3 à 24% des femmes rapportent que leurs premières relations sexuelles ont été sous la contrainte. À ce stade, nous demandons quels sont les impacts des situations des jeunes en Haïti. Comment la pandémie a-t-elle amplifié la violence? Comment éradiquer cette violence chez les jeunes? Passons en revue quelques incidents directs de la violence sur les jeunes. Au premier chef, citons les effets psychologiques sur les jeunes. Troubles d'apprentissage, troubles de personnalité, maladie mentale, troubles d'apprentissage. C'est lorsque les jeunes éprouvent des difficultés à lire, à écrire, à orthographier et à exprimer ou se concentrer. Par ailleurs, les troubles de personnalité sont à l'origine d'un ensemble d'agissements d'un individu qui n'est pas conforme aux lois de la société. Assez souvent, on trouve ces cas lors de la maltraitance durant l'enfance. Par exemple, le paranoïa, narcissique, pour ne citer que cela. En revanche, les maladies mentales renvoient à un large éventail de troubles qui affectent l'humeur, la pensée et le comportement. Les types les plus courants sont la dépression, troubles anxieux, troubles bipolaires. Dire le nombre de minutes qui lui reste. Caméline, Oui, comme cette oui. année, il y a Argenli qui doit intervenir pour la suite. On va te donner juste 1 minute pour passer la parole à Argenli. D'accord, merci. Pour finir, il y a aussi lieu de mentionner la déperdition scolaire. Cette dernière renvoie à l'ensemble des difficultés qui empêchent l'élève inscrit dans un cycle d'achever ses études dans les délais précis. Merci. Merci encore pour ce tableau que tu as très bien dépeint. Anne-Jenny va te compléter.
À toi la parole. Merci. Donc, moi-même, je vais citer les impacts qui sont plus visibles et plus graves. Donc, il y a la migration massive externe des jeunes. Donc, beaucoup de jeunes, pour fuir à la violence, se réfugient vers d'autres pays. Il y a aussi la prostitution au jeune âge. Donc, après être délaissés, après avoir subi une quelconque violence, les jeunes, particulièrement les filles, s'adonnent à des activités malsaines telles que la prostitution, ce qui peut entraîner une grossesse précoce chez ces enfants-là. Donc, il y a aussi la prolifération des gangs. Donc, les jeunes Haïtiens, le plus souvent, lorsqu'ils subissent la violence, ils cherchent à devenir plus forts, à ne plus subir cette violence-là. Donc, ils se font recruter dans des gangs, dans des groupes de malfrats. Donc, ils s'adonnent à des activités malsaines aussi. Il y a aussi la sous-exploitation des capacités des jeunes. Donc, en Haïti, on a tendance à profiter d'un jeune vulnérable, c'est-à-dire on profite des capacités de ce jeune-là qui a subi une quelconque forme de violence. Donc, ces enfants-là, ils travaillent. Donc, ces enfants-là, ils travaillent sans vraiment rien recevoir parce qu'ils ont été violés psychologiquement ou physiquement, ils ont été violés. Donc, ils n'ont pas vraiment l'esprit pour, comme si, je veux dire qu'ils sont dépressifs, donc leur moral est trop bas pour savoir ce qu'il faut faire vraiment. Donc, je viens de vous exposer les impacts des situations de violence les plus graves et les plus visibles en Haïti. Oui, merci Anne Genli. C'est vraiment bien noté que la violence a incontestablement des impacts sur la jeunesse en Haïti et c'est réconfortant effectivement d'entendre tout cela de la bouche donc, de ces jeunes-là. Alors, nous allons passer au deuxième thème. Et ce deuxième thème, nous allons nous interroger sur comment les jeunes agents de paix mettent-ils en pratique les principes de la non-violence. Et c'est Laure Kendi Jordan qui va animer cette session pour 10 minutes. Laure Kendi, vous êtes là? Laure Kendi, tu es connecté? Donc, Kendi, vérifie si ton micro est ouvert. Et puis, je demanderai aussi à Jeffrey ou Max de voir si Kendi est... Elle est là, elle est panéliste. Merci. Oui, il est là, c'est un garçon, Kendi. Désolé, il est là. Kendi est ambassadeur de paix et de la ville de Jérémie. Il avait participé à un concours et qui avait été organisé par la mairie de Jérémie l'année dernière à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Et il était l'un des gagnants et depuis lors, il est ambassadeur de la paix dans sa ville, Jérémie, et justement, il participe avec nous depuis Jérémie. Donc, Kendi, si tout est OK, vidéo et micro, tu as la parole. Kendi. Pourtant, il était connecté pour l'instant. Kendi était là depuis, oui, depuis le début. Donc, OK, Love Kendi. Je le vois, il est là. Donc, Kendi, tu peux prendre la parole. Tu as la parole. Active la caméra.
Kendi ne peut pas parler, je vois que son micro est désactivé. Si on peut passer à un autre point, entre-temps, il peut se déconnecter et se reconnecter. Oui, je pense que nous allons procéder ainsi. En attendant que Kendi puisse se reconnecter, nous allons passer... C'est bon maintenant. Je pense que c'est bon pour lui. Parfait. Kendi, tu nous reçois? Kendi, il suffit d'ouvrir le micro maintenant. Il suffit d'ouvrir le micro. Kendi, ton micro est fermé. Oh là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez, c'est bon. On l'entend pas. Nous n'entendons pas Kendi. Laisse-moi voir. Ah là, un problème. Ah, nous n'entendons pas. Bon, je crois que nous avons du mal à entendre Kendi. Nous allons passer au troisième thème en attendant qu'il puisse... Mais nous l'entendons. Je la vois là sur mon écran. Je le vois sur mon écran. Maintenant, oui. Je ne sais pas. Kendi essaie de parler maintenant. Kendi, active le micro. Kendi, ton micro n'est pas activé. Non. Ok. Je pense que nous allons passer au troisième thème en attendant que nous essayons de voir comment arranger la question de connexion de Kendi. Et là, c'est vraiment le rôle des jeunes dans la construction d'une société pacifique et développée. Kelly Béazi est là? Ah oui. Donc, nous allons passer la parole à Kelly, qui est membre des scouts de Haïti, qui va nous parler du rôle des jeunes dans la construction d'une société pacifique. Pendant ce temps, la technique va voir comment aider Kendi à se connecter. Chers membres de l'ONU, chers ministres, Madame la Présidente et les panélistes, je vous dis bonjour. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix, ayant pour thème façonnant ensemble la paix, en tant que jeune, j'aimerais vous faire part de mon opinion à propos du sujet dans le rôle de la construction d'une société pacifique et développée. Pour commencer, je vais vous définir les trois termes du sujet. Nous avons la jeunesse, la paix et le développement. La jeunesse peut être définie en tant que l'ensemble des individus qui appartiennent au groupe de 15 à 24 ans. Et la paix désigne un état de tranquillité, absence de perturbation et une entente amicale de tous les individus qui composent une société. Tandis que le développement est considéré comme étant l'acte de faire croître et de progresser. Nous avons comme problématique qui se lie. Peut-on travailler au développement du pays en dehors d'un climat de paix? D'après moi, il n'y a pas de progrès sans stabilité. Donc, pour continuer, nous avons comme question, les jeunes sont-ils conscients qu'ils aient aussi, eux, un rôle à jouer dans le développement du pays? La plupart de nos jeunes haïtiens ne sont pas conscients de leur rôle dans le développement du pays. Et cela, en quelque sorte, est la cause de la situation précaire du pays.
Soyons plus clairs. Puisque la majorité des jeunes du pays n'ont pas accès à l'éducation, et ceux qui ont accès n'ont pas l'opportunité d'exercer leur potentialité, qui pourrait favoriser le développement du pays? Nous avons qu'est-ce que la paix peut apporter au développement et vice-versa. La paix garantit à tout prix le développement du pays. Sans la stabilité, rien n'est possible. En termes de développement, le développement en quelque sorte est le résultat de la paix. Quels sont les liens entre la paix et les droits fondamentaux des êtres humains? Les droits fondamentaux des êtres humains, c'est l'ensemble des règles établies afin d'assurer un bon fonctionnement entre les humains ou encore une certaine privilège que chaque personne doit avoir. L'application de ces privilèges peut provoquer une stabilité et une entente amicale et la paix. Les jeunes non éduqués peuvent-ils contribuer à la paix et au développement de leur société? Normalement, des jeunes non éduqués ne peuvent pas contribuer à la paix. Parce qu'au développement de la société, parce qu'ils manquent beaucoup d'expérience et n'ont reçu l'éducation qu'ils devraient avoir. En ce sens, ils n'ont aucune façon de voir les choses. Incapables de gérer les choses parce que tout simplement, ils vivent, ils fonctionnent le jour, donc ça ne peut rien changer. Je veux dire, en guise de conclure, il n'y a pas de progrès sans stabilité. Dans le développement d'une société, la paix joue un rôle car ça facilite l'application de chacun de nous dans cette société. Pour y parvenir à cette paix, il faudrait dès la petite enfance les sensibiliser, les préparer à devenir des jeunes responsables et utiles à leur société. Il faudra leur faire place afin d'exercer leur potentialité pour achever cette tâche. Il nous faut de l'union et l'amour. Merci. Oui, voici qui est bien dit. Merci encore, Kelly. Effectivement, tu as posé là des questions importantes et tu proposes aussi de commencer déjà par la petite enfance, commencer par sensibiliser et c'est vraiment important. Je rappelle que pour ceux qui ont des questions ou ceux qui ont des commentaires, vous pouvez les envoyer par message sur le chat. Et là, nous allons nous organiser pour que les panélistes apportent des réponses. Je ne sais pas si Kendi est connecté. Kendi, désactive le mute et essaie maintenant pour cette fois. Désactive le mute. Désactive le micro. Ça marche tout. OK. Alors, je pense que nous avons toujours du mal à entendre Kendi. Et par rapport donc, à comment les agents de paix mettent en pratique ces principes de non-violence. Alors, nous allons poursuivre avec le quatrième thème, espérant que d'ici là, tu pourras nous partager ton expérience. Mais effectivement, le quatrième thème rejoint aussi le second, qui est comment façonner la paix dans un contexte marqué par l'épidémie de Covid-19 dans ma communauté. Et là, nous avons trois intervenants, Jean-Gilles Bernard Camille de La Pour la Paix, Sophie Loeb Marcellus de Viva Rio et Wood Farah Alci de Viva Rio. Donc, si vous êtes connectés, nous vous passons la parole pour 10 minutes. Je vous demanderai de vous organiser pour rester dans le temps, pour permettre de pouvoir organiser des échanges, organiser les débats et rester dans le temps. À vous pour le quatrième thème.
Chers intervenants, chers participants et participantes, je vous salue et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je réponds au nom de Jean-Gilbert Nakami, formateur en gestion, transformation, pacifique, conflit et facilitateur du dialogue. J'habite à Delma 2. Je représente la communauté de Saint-Martin, plus précisément les jeunes du ghetto. Je représente aussi la Cour la Paix comme étant une institution qui travaille beaucoup dans la réduction de conflits. Je salue son fameux travail. Donc, avant d'entrer fortement dans le sujet, comment façonner la paix dans un contexte marqué par le COVID-19 dans notre communauté. Et pour parler de la paix, il faut tenir compte du mot la sécurité et la justice. Comment nous allons parler de la paix sans que nous avons un climat de guerre? Comment nous sommes capables de faire la paix si nous ne prenons pas 4 processus? D'abord, la paix est un processus. Nous devons toucher toute étape dans le niveau que nous sommes capables de faire là. Et donc, nous sommes capables de dire, je dis à Haïti a fait face avec toutes sortes de criminalité, toutes sortes de violences. Donc, institutions ou bien l'État qui mieux placé pour gérer conflits, pour réduire conflits, il utilise seulement méthode qu'on utilisait avant. Or, nous ne pouvons pas utiliser la même méthode que nous connaissons avant. Chaque fois qu'il y a un cas de conflit qui est présenté, dans ces conflits, même de jour en jour, il apprend en l'autre forme. Et je fais confiance aux institutions étatiques. Je fais confiance aux institutions, aux ONG internationales et nationales qui ont fait travail de sensibilisation, de formation en dans quartiers qui souvent ou non quartiers démunis, quartiers défavorisés. Et dans le cadre de COVID-19, qui sommes nous capables de faire pour nous parler de la paix? D'abord, nous, COVID-19 étant une épidémie contagieuse qui fait un pile ravage dans le monde. Nous avons une chaîne de solidarité qui démarre, surtout en dans la société haïtienne. Côté les gens qui attrapé par maladie, ils ont souvent marginalisé. Or, qui pas de ça, au contraire, c'est le ça pour nous pour nous ensemble avec eux, parce que les gens sont vulnérables. Nous avons une campagne de sensibilisation qui a fait, soit l'État utiliser les médias radio pour faire passer des messages de sensibilisation, utiliser les médias en ligne, et nous avons chaque grand citoyen qui prend responsabilité de faire passer des messages pour sauver un frère, un cher. Donc, nous sommes capables d'utiliser même moyens pour nous parler, pour nous faire vivre ça que nous voulons la paix. D'abord, tranquillité va dire la paix, accalmie va dire la paix. En plus, il faut qu'il y ait un côté où on a une tranquillité, il y a un calme, et puis on pense qu'il y a une paix là. Non. Cette paix dont nous venons de parler aujourd'hui, c'est une paix constructive. On paix, l'emballé de paix constructive là, immédiatement il y a la paix ça, n'a pas une restauration, n'a pas une justice, une réparation, une indemnité, et puis une vivre ensemble. Tout autant c'est pas ça que nous joignent dans la paix ça, processus la paix ça qui n'a travaillé sur l'IA, m'a toujours trouvé paix ça c'est une paix apparente. Yon paix dans un langage créole là nous qu'on utilise, yon la paix. Donc moi t'ai demandé avec l'État, la police pour yo toucher criminalité dans mesure capable là utiliser
l'autre stratégie, ce n'est pas la même stratégie que nous avons avant pour nous utiliser. Regardez pour nous, si nous avons touché dans l'aspect anthropologique et biologique, dans l'aspect sociologique, dans l'aspect psychologique, et ensuite, il faut que nous tenions compte des conséquences capables de porter, soit envers les victimes, soit envers les agresseurs et criminels. Et si nous ne faisons pas ça, on a toujours parlé de un père côté qui c'est une aspiration la pied, il n'est pas réel. Et la prêté un père apparent. La prêté un père apparent, il n'est pas un père constructif. Donc, j'en souhaité là. Et oui. pile. Je vais passer la parole aussi aux autres collègues qui vont intervenir sur le même sujet, parce que vous êtes 3. OK. Merci. Sophie Marcellus ou Wood Farah Alsi, est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que Sophie Loeb est là? Wood Farah Alsi, oui. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour compléter ce que Jean-Gilles a dit? Alors, nous ne vous entendons pas. Est-ce que c'est un problème de micro, de connexion? Vous ne m'entendez pas? C'est bon maintenant, allez-y. OK. Alors, je suis Sophie Loeb Marcellus. Je suis représentante de Viva Rio Haïti. Je vais commencer par féliciter Viva Rio pour le travail qu'il effectue dans les communautés des personnes vulnérables, à savoir La Saline, à Cité-Soleil, à Martissan, et je suis un jeune qui vient de Martissan. Alors, je vais parler du 4e sujet qui a pour titre comment façonner la paix dans un contexte marqué par la COVID-19 dans ma communauté. Alors, avant de commencer, je vais dire quelques mots à propos de communauté. Une communauté désigne un groupe social constitué de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques, les mêmes modes de vie, la même culture, la même langue, les mêmes intérêts. Elles interagissent, elles ont un sentiment commun d'appartenance à ce groupe. Alors, c'est-à-dire, dans une communauté, il peut être composé de plusieurs personnes, mais l'idée, c'est que ces personnes, ils partagent les mêmes comportements, les mêmes modes de vie. Alors, je vais dire quelques mots concernant la paix. La paix désigne le calme, le repos, le silence, l'éloignement du bruit ou des affaires concordes, la tranquillité intérieure. OK? La paix désigne la tranquillité intérieure dans un État, dans des familles, dans des sociétés, situation tranquille d'un État, d'un peuple, etc. Alors, puisque la paix désigne la tranquillité d'un groupe de personnes, surtout la paix dans une communauté, eh bien, pour parler de la paix en communauté, il est important pour que nous veillions à ce que nous nous respectons les uns les autres. Et c'est-à-dire, tout le monde toujours besoin de monde. Dans n'importe qui ça va faire. L'important pour que nous mettons conscients, OK, conscients que nous tous besoin de monde. Nous avons besoin de l'autre. C'est-à-dire, premier bagage pour nous faire, pour nous cultiver la paix dans l'entourage, dans la communauté, c'est prendre conscience du fait que nous tous avons importance par nous dans l'autre. Chaque monde indistinctement a importance par. OK, une fois que nous mettons ça en considération, Kounia là, nous avons commencé par cultiver les mots qui sont capables d'aider nous à gérer paix et communication. OK, l'important pour que nous ayons une bonne communication entre nous. Par exemple,
pendant le moment COVID-19 là, une bagay qui est capable d'aider nous cultiver la paix dans la communauté nous, c'est communication, c'est-à-dire l'important pour que nous communiquions ensemble avec l'autre. Par exemple, à chaque fois qu'il y a des nouvelles qui circulent à propos de mesures que nous sommes capables de prendre pour nous gérer plus bien, pour nous éviter à ce que nous attraper virus, à ce que nous protéger tête nous. Parce que une bagay c'est que COVID là, lui montre nous que pendant qu'on protéger tête ou protéger moun qui bon côté ou là. Et si on pas protéger moun qui bon côté ou là, ou pas protéger tête. Donc dans ce sens, l'important pour que vous conscient de l'importance moun qui bon côté ou là et protéger moun entourage pendant que vous protégez tête. Alors c'est peut-être ça, moi-même Marcellus Sophie Lob, moi dit tout le monde besoin moun. Dans n'importe qui ça va faire, on a toujours besoin de monde, mais il n'est pas facile pour que nous bien vivions avec monde. Alors, pour que vous viviez bien avec monde, il est important pour que vous mettez en pratique quelques bonnes habitudes qui vont aider nous à gérer plus bien les relations avec monde. Parce que dans une communauté, nous tous besoin, nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de l'autre. Alors, la meilleure façon pour que nous vivions plus bien, et pour nous cultiver la paix dans la communauté, c'est utiliser la communication, utiliser ça que aurait les supports, que nous supporter l'autre, nous comprendre l'autre, et puis nous aider l'autre dans n'importe qui ça l'a fait. Alors, l'important pour que nous mettions ça en considération, nous tous besoin de l'autre, et qu'on s'en avait plus bien et cultiver la paix dans la communauté. Oui, merci, merci Sophie Lob, c'est très bien dit. Une bonne communication, le respect mutuel. Est-ce que Wood Farah veut compléter? Bonjour, moi salue tout le monde. Pour compléter ça, de intervenir aujourd'hui, c'est que pour nous capables de combattre, pour nous capables de gagner la paix dans la communauté, nous, pendant que COVID-19 là, nous sommes supposés respecter toutes les règles hygiène. Les autorités ont dit pour nous tendre, c'est même genre que Sophie Lob dit, nous sommes supposés avoir une communication entre nous. Donc, c'est ça pour nous faire, pour nous toujours capables de respecter toute sa autorité dit nous, pour nous être ensemble dans la zone nous côté la ville. C'est ça me compléter, merci. Merci vraiment pour cette intervention. Nous allons tenter une dernière fois de joindre Kendi, qui est toujours connecté. Et je vous rappelle que vos questions, vos commentaires sont toujours attendus. Vous pouvez les inscrire sur le chat ou lever la main. Kendi, est-ce que tu nous entends? Non. Kendi, est-ce que tu es là? Bon, on a un problème de micro avec Kendi toujours. Alors, donc, je pense que nous allons poursuivre. Suite aux trois communications sur les trois thèmes, alors il est effectivement relevé que la situation de violence a des impacts réels, aussi bien sur le plan psychologique, sur le plan physique, bien sûr sur le plan émotionnel, donc au niveau des jeunes. Et là, il est reconnu effectivement que les jeunes ont un rôle central dans la construction d'une société pacifique et bien sûr à travers une prise en compte de leurs droits et de leur rôle dans la société, et dire que les jeunes ne doivent pas vraiment se contenter de jouer les seconds rôles, mais ils doivent être effectivement au centre de tous les processus, d'où la nécessité pour les décideurs à tous les niveaux de consacrer une attention particulière pour les droits de l'enfant et les droits des jeunes d'une manière générale. Nous allons ouvrir une plage d'échange et ça permettra aussi aux panélistes qui ont intervenu
et qui souhaiterait revenir aussi qui souhaiterait aussi ajouter un mot, un commentaire de revenir. Donc, si jusque-là, nous n'avons pas reçu de questions, alors vous pouvez manifester si vous souhaitez intervenir. La parole, en tout cas, vous sera donnée. Mais pendant ce temps, je voudrais demander à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies si elle a un commentaire par rapport à ces interventions des jeunes, et également Monsieur le ministre de la Justice et Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse. Si vous avez aussi un commentaire pour répondre par rapport à ce que les jeunes ont exprimé, alors vous serez... Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, maintenant nous t'entendons. Donc nous te donnons 5 minutes juste pour faire le point, pour que nous puissions respecter le timing. À toi, Kendi. Ok, je vais aller très vite. Donc, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse, ministre de la Justice, chers membres du système des Nations Unies en Haïti, différents panélistes, chers invités et internautes, mes salutations les plus distinguées. Je suis Love-Kendi Jourdan, j'ai 16 ans et je suis en secondaire 2 au Collège Saint-Louis de Jérémie. Je suis jeune défenseur des droits humains et ambassadeur de paix de la ville de Jérémie. Donc aujourd'hui, je suis très enthousiasmé de pouvoir être panéliste et à la commémoration des 75 ans de l'ONU qui fait un travail très intéressant dans le monde quant à sa mission de pacifier le monde et aussi d'intervenir à la journée mondiale de la paix. Donc, nous savons tous que depuis de nombreuses années, depuis beaucoup de temps, et le monde dans lequel nous vivons n'a pas cessé de connaître des moments fort terrifiants, des situations de troubles, des guerres, des stéréotypes ou des idéologies qui incitent une majorité de la population à être en conflit. Donc, pour remédier à tous ces problèmes, des pactes, des accords, des conventions furent signés, tout cela en quête de la paix. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la paix et pourquoi on a si besoin de la paix dans notre pays? Pourquoi on a si besoin de la paix dans ce monde? Donc, dès qu'on parle de paix, il faut voir la situation dans laquelle les gens s'estiment heureux, s'estiment contents de leur rapport avec les autres. C'est donc l'aspect et c'est donc l'absence de conflit ou une gestion pacifique des conflits. Donc, je dois dire que la paix est un essor et pour toute société visant un changement considérable. Quand il y a la paix, on peut donc parler de cohésion sociale, d'hégémonie sociale. Et si la paix nous offre la possibilité de parler de cohésion sociale, c'est que la paix vise l'avancement des collectivités, la paix vise l'avancement des sociétés. Donc, tout pays est confronté à des problèmes, donc à des conflits, mais par-dessus tout, nous devons renoncer à l'égoïsme et faire de l'intérêt général l'intérêt général une priorité afin de garder une culture effective de paix. Donc, je vais parler maintenant pourquoi les jeunes sont si importants dans la construction d'une société où la paix est effective. Donc, c'est parce que face aux dérives que connaît tout pays ou le monde en général, les grandissantes victimes sont les enfants et une partie des jeunes, car cette catégorie représente des êtres vulnérables face au danger. Cependant, dès qu'on parle de jeunes, il faut voir la fougue, il faut voir l'énergie, il faut voir des jeunes en tant qu'acteurs de changement. Donc, s'impliquer dans la lutte pour la paix et préparer le monde ou le pays de demain. Parce qu'en tant que jeunes, nous sommes les principaux acteurs du lendemain meilleur et nous devons travailler dans l'objectif d'avoir un demain meilleur. Donc, c'est notre choix. C'est à nous de décider
quel pays nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons un pays qui se dégrade, où constamment il y a des conflits, ou c'est à nous de savoir si on veut un pays où la paix est au cœur de nos interventions, où la paix est dans le cœur de nos rapports avec les autres. Donc, pour favoriser cette culture de paix que nous parlons, il y a des aspects qu'il faut considérablement toucher. Et il y a les aspects de droits humains. Donc, les droits humains en Haïti, c'est comme, je dirais, les droits humains en Haïti, c'est que théorique. Ce qui est écrit sur le papier n'est pas ce qui est réellement fait de la vie pratique. Donc, pour qu'il y ait la paix, il faut que nos droits soient respectés. Et comme il y a un auteur qui l'a si bien dit, tant que nos droits seront toujours violés, la paix ne sera jamais effective. En deuxième position, qu'est-ce que nous devons adopter? Donc, nous devons toujours prôner la non-discrimination et l'insertion de tous dans la société. Donc, dès qu'il y a marginalisation d'individus, il y a donc frustration. Donc, ces gens-là qui sont frustrés, ils ont toujours tendance à entrer en conflit avec les autres. Donc, pour remédier à cette situation, dans nos décisions, nous devons prôner l'inclusion de tous dans la société. Nous devons opter pour la non-discrimination. Car peu importe notre couleur de peau, peu importe notre culture, nos choix religieux et nos conditions sociales, on est égal et c'est ce qui doit être, et c'est ce que nous devons avoir en tête. Et en troisième position, nous devons cultiver ce qu'on appelle l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Donc, peu importe leur handicap, qu'il soit physique ou mental, donc nous devons accepter que l'autre a sa participation dans le développement de sa communauté et du coup leur donner la chance de s'exprimer, la chance de participer, parce que si on accepte l'autre tel qu'il est, il n'y aura pas de conflit quant à la discrimination. Et donc il reste 2 points, c'est opter toujours pour des démarches pacifiques. Je sais qu'en Haïti, il n'y a pas vraiment respect des droits. Je sais qu'en Haïti, les choses sont vraiment très difficiles. Je sais qu'en Haïti, il n'y a pas de soins à la santé. Il y a beaucoup de droits qui sont bafoués. Mais par-dessus tout, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous devons faire des revendications, nous devons les faire pacifiquement. Ne pas toujours agir avec la violence, ne pas choisir la violence comme moyen de faire entendre nos voix, parce que la violence peut scinder tout ce que nous avons. Donc, il faut toujours opter pour des démarches pacifiques. Et en dernière position, il faut constamment lutter contre la corruption. La corruption n'est pas, comme on le dit toujours, c'est pas seulement au niveau de l'État qu'il y a de la corruption. La corruption est si petite que déjà, en tant que jeunes, nous pouvons lutter contre la corruption. Dans nos actions, dans nos transactions, toujours primer l'honnêteté et ainsi, je crois que la paix serait effective dans notre communauté. En tant que jeune, et je suis coordonnateur du réseau des jeunes ambassadeurs de paix de la ville de Jérémie, et c'est un réseau qui met en exergue tout un plan en guise de faire promotion pour la paix. Quelles sont les activités que nous avons déjà entreprises? Donc, nous avons, en décembre dernier, nous avons fait un symposium. Nous avons continué avec une marche et des conférences de débat autour des droits humains et autour de la paix. Est-ce que tu peux conclure, parce que le timing est vraiment échu. Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît? OK, je vais conclure. Donc, je vais terminer avec les actions entreprises par le réseau. Donc, je disais que le réseau a organisé un symposium, une marche, une conférence et des débats en guise de faire promotion pour la paix. Ensuite, on a aidé les enfants de rue durant la COVID-19. Donc, on a aidé ces enfants-là à avoir de quoi subsister durant cette période-là. Donc, pour conclure, mesdames et messieurs, donc la paix est quelque chose que nous avons besoin. La paix, nous devons toujours œuvrer pour qu'il y ait une paix effective. Et pour ça, il faut que nous respections les droits des autres.
pour cela, il faut accepter l'autre tel qu'il est, peu importe les divergences qui peuvent exister. Et pour cela également, il faut toujours, et je le dis bien, il faut toujours lutter contre la corruption et respecter les droits de l'autre. Ainsi, la paix sera effective et ainsi, on pourra façonner la paix ensemble. Vive la paix dans le monde et vive la paix en Haïti. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Candy, merci, c'est bien dit. Désolé parce que nous avons atteint le temps qui nous a été donc imparti. Et effectivement, merci pour ce que tu as développé par rapport à comment les agents de paix, les jeunes agents de paix peuvent mettre en pratique les principes de non-violence. Et là, nous donc vers la fin des panels. Et là, nous allons donner la parole à Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Vous avez un commentaire par rapport à tout ce que les jeunes ont dit jusque-là. Je crois qu'on peut continuer avec les débats. Ah, OK. Alors, oui. Jusque-là, nous n'avons pas reçu de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite... Nelson Gentulus, je vois que vous avez levé la main. Nelson. Il y a aussi des questions dans le chat, il faut en tenir compte. Je vois que, par exemple, juste avant que Nelson puisse parler, il y a Enoch Joazar qui a demandé est-ce que la paix a des incidences sur la COVID-19 et la bonne gouvernance. Je ne sais pas s'il y a un jeune qui veut s'aventurer et répondre à cette question. Ouais, est-ce que... Excusez-moi, madame. Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'ONU a prévu pour les jeunes, pour les personnes qui habitent à Bel-Air exactement. Parce que là, pour le moment, Bel-Air, comme si nous avons vraiment en difficulté. Moun yo pas un côté pour arrêter, yo pas en sécurité, yo quitté caillou, yo par contre jusqu'à là ça suspend. Nous avons vraiment connaît qui ça nous en perspective pour moun qui était Bel-Air spécialement. Julie, merci pour cette question. Pour le moment, peut-être qu'on aura une réponse par après. Mais on souhaiterait d'abord se focaliser sur le débat autour des 4 points et après cela, on verra comment répondre à ces préoccupations que tu viens de poser tout à l'heure. La question de la paix en lien avec le COVID-19, est-ce qu'il y a un jeune qui souhaiterait apporter des éléments de réponse? Jérusa, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La paix a-t-elle des incidences sur la COVID-19 et la bonne gouvernance? C'est une question de Enoch Joazar. Quelqu'un veut-il se lancer? Donc, parmi les panélistes, est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose par rapport à cette question? En d'autres termes, est-ce qu'il y aurait un lien entre COVID-19 et bonne gouvernance, entre paix et COVID-19, entre paix et bonne gouvernance? Alors, en attendant que un jeune se manifeste, je voulais juste... On ne prend pas groupe de questions. OK. Comment intégrer la question du handicap dans le processus de maintien de la paix dans le monde? Surtout ces personnes sont les plus vulnérables, susceptibles d'être victimes. Anne Genli va donner des éléments de réponse à cette deuxième question pendant qu'on s'organise pour la première. La personne a demandé comment intégrer la question handicap. Donc, les handicapés
c'est à nous de les intégrer vraiment dans la paix dans le monde, comme si dans notre solution pour la paix dans le monde. Donc, pour moi, la solution, c'est nous-mêmes, les personnes qui ne sont pas handicapées. Il faut prendre des mesures, il faut arrêter la discrimination ou regarder ces gens-là de notre œil. Il faut les encadrer, disons, et les considérer comme des personnes à part entière. Merci. Ok, Kelly veut ajouter quelque chose sur ça? Oui. Pour faire suivi, il y a des handicaps mentaux aussi. Donc, ces personnes-là, je pense que c'est nous qui devons les encadrer pour trouver la paix. Parce qu'il y a des handicaps mentaux et d'autres aussi. Donc, c'est nous qui sont, je veux dire, en bonne forme, qui devraient les intégrer et à trouver une solution à leurs problèmes. Merci. Ok. Anne-Jeanne veut revenir sur la première question, sur l'incidence de la paix de COVID-19 et non-violence. Oui, pour moi, la paix, la COVID-19 et la bonne gouvernance peuvent marcher ensemble. Parce que quand il y a la paix, je peux dire que tout va bien marcher. La gouvernance ainsi que la COVID-19 qui est une pandémie à laquelle il faut s'habituer. Donc, je pense que agir en tant qu'agent de paix dans cette situation de COVID-19 pourrait apporter un bien-être, je peux dire, que nous dit que ça est capable d'aider nous contribuer dans une bonne société, nous capable de contribuer pour une bonne gouvernance, ça est capable de permettre que nous une bonne gouvernance. Parce que si chaque citoyen prend responsabilité pour pendant la période COVID-19, qui est une période très difficile, pour nous capables de mettre la paix entre nous pendant la période pandémie, parce que bonne gouvernance a fini après. Donc, l'autorité a bien pris soin pour bien gouverner tout ça. Donc, je pense que ça marche ensemble. Okay, merci. Alors, je voulais ajouter sous réponse première question, est-ce que la paix avec gouvernance COVID-19 là, est-ce que marche ensemble? Alors, en pile monde, majorité dans nous-mêmes, lorsque nous fait face avec une situation difficile, nous stressons. Et une fois que nous stressons, ça peut nous aller, il fait que nous réduit sous capacité nous. Surtout sous capacité intellectuelle, nous. Qui vient faire que nous moins mobiles, ok, dans l'activité que nous sommes capables de gagner pour nous entreprendre. Alors, dans ce sens-là, pour m'ajouter à ça que demoiselle se dit, pas trop problème non, l'important est très très important pour que y ait des agents de paix qui a promoté la paix pendant le moment COVID-19 là. Pour encourager l'autre, pour encourager ceux qui sont plus faibles, pour aider, pour renforcer, ainsi que plus de monde a encouragé ça qui n'est pas capable, comme ça, nous avons une société qui a une gouvernance qui est plus stable. Merci. Merci Sophie, c'est bien dit. Il y a Jean-Gilles qui avait levé la main. Jean-Gilles Bernard, est-ce que tu veux intervenir? Bien sûr, je vais réagir sur la première question. La paix a-t-elle des incidences sur la COVID-19 et la bonne gouvernance? Je vais reprendre avec une phrase qui est positive. Oui, la paix a des conséquences, des incidences sur la COVID-19 ensemble avec la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que dans une société ou bien une communauté qui n'a pas la paix, qui a une absence de paix, et c'est difficile pour l'État intervenir dans une série de problèmes qui sont dans la communauté. C'est difficile pour nous dans la communauté pour interconnecter. Parce que nous sommes dit ça tout à l'heure, les qui frappé par maladie COVID-19 là, au lieu pour supporter, au lieu pour voter solidarité envers, ils marginalisent.
immédiatement marginaliser les gens qui sont déjà vulnérables, ou qui ont créé un traumatisme dans la vie. Immédiatement créé un traumatisme dans la vie, qui ont senti les pas dans et société, les pas dans pays encore, ou qui ont resté de société. Leur poser une telle action comme ça, qu'on y a un monde qui lui-même, immédiatement les guéri ou bien quelque chose à lui, assez beaucoup guéri, il a toujours en forme, il a développé la Kali, une agression, côté il prêt pour l'agresser, quel que soit mon niveau. Je ne joue pas, sinon, on regarde les problèmes, ils ont un petit complexe. Auparavant, un monde qui traumatisé, il y a plus de possibilités pour le football dans la rue. Je ne joue pas, un monde qui traumatisé, il devient violent. Il devient violent, il ne peut pas faire n'importe action. La déviance, la marginalité, la vengeance privée, la vengeance sans contrôler. Tout ça, c'est action, monde qui traumatisé vient faire. Qu'on y a là, qui ça qui gagne? Immédiatement, il y a la paix, il y a solidarité, il y a vivre ensemble. Mon l'a interconnecté, l'a harmonisé, et même ensemble avec l'autre monde dans la communauté. Immédiatement, il y a la paix, il y a une bonne gouvernance parce que l'État lui-même l'a en mesure pour lui répondre avec une série de besoins. Une série de besoins qui sont temporaires, qui sont longtemps, qui longtemps, les vont durer, les vont longue durée. L'État en mesure pour lui répondre ensemble avec ça. Donc, si pas bien la paix, il n'y a pas bien instabilité, il y a bien injustice, il y a bien inégalité. Lorsque je connais tout le monde ensemble, où est-ce que ça va venir dans une société de guerre, ou après c'est criminalité, ou après c'est perte, ou après c'est culpabilité par association. Et moi, ça va venir joindre les baguettes la paix. Donc, la paix a réellement c'est un incident sur la COVID-19. Il y a un impact qu'il fait sur la pandémie dans la communauté et ensuite sur la bonne gouvernance. Merci. Merci Jean-Gilles. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Quelqu'un a-t-il levé la main? Alors, je vois. Il y avait Jean-Thierry Nelson, il y a Fritz Nelpierre, et oui, il y a des mains, et parmi les panélistes, il y en a un aussi, je vais voir qui. Bon, Jean-Gilles Bernard vient de prendre la parole. Alors, on va accorder la parole à Nelson Gentilus, puis Fritz Nelpierre. On prend les deux questions et l'une après l'autre. D'abord, Nelson Gentilus. Apparemment, Nelson Gentilus ne nous entend pas. Bon, vous pouvez écrire la question. Oui, vous pouvez écrire la question, mais on peut passer déjà à Fritz Nelpierre en attendant. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas être trop long, mais vous pouvez aller directement dans l'espace où on pose les questions. Alors, on pose des questions et puis vous pouvez lire la question pour moi, s'il vous plaît, parce que j'ai déjà écrit ma question. D'accord. Allô? D'accord. Donc, Fritz Nelpierre a écrit « Au regard des impacts de la violence à Bel-Air, Combat pour la paix et le développement étant une organisation des droits de l'homme qui observe cette situation, décrit un phénomène nouveau, les jeunes qui se livrent à la prostitution afin de répondre à leurs besoins. Quelles formes de solidarité et de stratégies qui peuvent être développées pour pallier à ce phénomène? » Anne-Gélie avait abordé cette question, avait abordé la question de la prostitution, de la vulnérabilité des jeunes. Je ne sais pas si tu peux revenir juste là-dessus. Donc, j'avais présenté la question de prostitution comme impact. Donc, on pourrait vraiment apporter une solution. Donc, pour les jeunes filles, le plus souvent, qui s'adonnent à la prostitution, surtout, je vois que vous avez parlé de Bel-Air.
Mais je ne vais pas entrer dans ce cadre de parler de la zone parce que je ne connais pas. Donc, pour les filles qui s'adonnent à la prostitution, il y aurait une solution. La solution, c'est l'éducation, vraiment. Je pense qu'une personne éduquée ne va pas s'adonner à ces genres d'actes malsains. Donc, je pense que ces jeunes-là doivent trouver quelque part ou comme si une organisation quelconque doit les former, les éduquer sur ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire. Donc, je pense que le problème vraiment qui motive ces jeunes à s'adonner à la prostitution, c'est l'éducation. Oui, merci Angélique pour ta réponse. Oui. Je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, par exemple, Clifane Saint-Île, qui a salué tout le monde et qui a dit qu'il y a un intervenant qui a dit tout à l'heure que la paix, ce n'est pas seulement le calme, mais c'est aussi la justice, c'est aussi la réparation. Et il demande, dans un pays comme Haïti, où les droits ne sont pas respectés, est-ce que... alors, qu'est-ce que le gouvernement et les acteurs devraient faire pour garantir la paix en Haïti et plus largement dans le monde entier? Donc, la question, c'est qu'est-ce que le gouvernement, les gouvernements ou encore les acteurs devraient faire pour garantir les droits humains, pour garantir la paix? Oui, nous savons que c'est vrai qu'il y a des membres du gouvernement qui sont connectés avec nous, mais pour le moment, on se focalise vraiment sur effectivement la contribution des jeunes et comment leur vécu. C'est ce que les jeunes peuvent, les panélistes peuvent répondre actuellement. Donc, je vais laisser la parole à Anne qui veut juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, donc, ce que je pourrais dire à la demoiselle, donc, il ne faut pas attendre du gouvernement, il faut agir nous-mêmes en tant que jeunes. Il ne faut pas dire comme si qu'est-ce que le gouvernement peut faire, qu'est-ce que telle personne peut faire, parce que c'est nous qui formons Haïti. Ils sont juste là comme nos représentants. Donc, c'est nous qui devons agir comme s'il faut commencer le changement par soi-même. Donc, il faut dire que moi, je peux agir je peux agir en prônant la paix dans ma société. Donc, je vais agir comme tel. Donc, supposant que tout le monde agissait comme toi, donc, la paix aurait vraiment lieu. Et donc, les personnes du gouvernement et les autres instances les plus développées, disons, ces personnes-là n'auront juste qu'un tout petit travail à faire de coordonner tout ça. Mais le changement, vraiment, ça doit venir de nous-mêmes, les jeunes et les autres adultes, etc., les Haïtiens, au fait. Merci. Oui, merci Anne-Gélie. C'est vrai que c'est un débat qui est très intéressant et aussi en quelques quarts d'heure, il est impossible de boucler tout. Nous sommes, selon l'agenda, il est déjà donc midi. Je vais juste, je ne sais pas si quelqu'un a juste quelque chose à dire rapidement avant qu'on puisse faire un peu une synthèse et donner la parole aux officiels qui sont là, qui souhaiteraient aussi dire quelque chose. Jérusalem? Il y a encore deux questions. Il y a encore deux questions dans le chat. C'est très court, on pourrait voir peut-être si c'est à moyen Est-ce que je peux poser ma question? Madame Micha. Ah oui, Nelson. Ah, voilà, je dis bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de participer à cette rencontre. Mon intervention, c'est plutôt un ajout, hein, parce que je vois que vous n'avez pas, les intervenants n'ont pas tenu compte de l'aspect continu du travail de promotion de la paix. Parce que moi, je pense que la paix est un travail continu. Donc, on doit rechercher la paix même en temps de paix. Donc, c'est pour cela que
les acteurs de la société doivent travailler pour la paix, parce que si nous ne travaillons pas pour la paix, nous allons tous subir les conséquences. Donc, ça ne doit pas être un travail circonstanciel, mais c'est plutôt un travail que l'on doit faire en continu. W motherfucker. Est-ce qu'on peut fermer le micro de Noah, s'il vous plaît? Je demanderai à la technique de... Merci. Oui, il y avait encore 2 questions. Je vais retourner dans le chat pour voir les questions qui avaient été posées rapidement. Il y a Gamma Schneider qui a posé cette question. Quel rôle la jeunesse peut jouer pour façonner la paix dans un pays comme Haïti, où l'insécurité est à une courbe exponentielle? Donc ça, c'est la question de Gamma Schneider. Que peuvent faire les jeunes? Donc je crois qu'il y a des jeunes qui avaient commencé à proposer des initiatives. Peut-être que c'est l'occasion de continuer à partager des idées avec d'autres jeunes sur la façon dont ils peuvent contribuer à créer une situation de paix en Haïti. Oui, donc je propose que nous puissions donc répondre à cette question rapidement et puis passer à la prochaine étape parce que nous sommes déjà voilà, il est déjà midi. Kelly? Oui. OK, pour répondre à cette question. Il y a plusieurs questions. Oui. La jeunesse a un grand rôle à jouer. Comme quoi? Normalement, la paix dépend de nous. On doit commencer la paix avec nous et après, les autorités peuvent nous suivre. Parce que l'insécurité ne dépend pas de nous, mais de eux. Parce que nous, on ne peut pas combattre l'insécurité dans le pays. Ça, c'est le rôle de l'État et de la sécurité publique. Donc, notre rôle, nous-mêmes comme jeunes, c'est de faire part de la société notre peur, notre avis sur le problème du pays. Donc, c'est ça notre rôle. Oui, merci Kelly. C'est comme tu l'avais dit. Oui, Jean-Gilles, en fait, nous sommes désolés, mais nous sommes un peu dans le temps. On est en train de déborder. Je pense que nous avons les officiels qui sont là. On souhaiterait vraiment rester dans le temps. De toute façon, c'est un débat qui va se poursuivre. Jerusha, est-ce que tu es en train de parler? Alors, rapidement, même si on ne donne pas le temps aux jeunes de répondre, je vais quand même lire les questions. Alors, Jerusha, vous nous entendez? Apparemment, oui. Jerusha, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. D'accord. Alors, je disais, même si les jeunes n'auront pas le temps de répondre, mais je vais quand même lire les questions qui sont sur le chat et puis après, on continue avec la programmation. Par exemple, il y a une question, existe-t-il une plateforme de plaidoyer et de promotion de l'état de droit pour les jeunes? Vous n'aurez pas le temps de répondre, mais vous pouvez y réfléchir et même après ce dialogue. Il y a une question en anglais de Pedro Pedreira. How I can solution to the hungry of the world. Et Daniel Jadot demande comment faire le pont entre les aspirations des jeunes et les plateformes existantes de la société civile.
donc les liens intergénérationnels. Et dernière intervention, ou bien dernière question ou commentaire, Bel Air avait connu dans le passé des moments de grande turbulence avec l'opération de Bagdad. 12 ans après, on revient à la case de départ. Selon les dernières statistiques, les jeunes sont des victimes potentielles de la violence. Que faire? Et comme plaidoyer, donc je lis tel quel, mais il semble qu'il y a un petit problème. Et pour cesser l'achat de la paix dans les quartiers marginaux. Comment diminuer les influences politiques sur les agents de turbulence dans les quartiers de non-droit. Donc, comme je l'avais dit au tout début, on ne va pas demander aux jeunes de répondre, mais je pense que ce sont des questions sur lesquelles tout le monde peut réfléchir, même après ce débat. Merci. Jerusha, je vois qu'il y a Camille qui a la main levée. Peut-être qu'il a une question ou quelque chose à ajouter. Camille. L'action, que ce soit au niveau des intervenants, au niveau En scène pense qu'on doit continuer avec la programmation puisque on avance, l'heure avance. Donc en scène, est-ce qu'on peut continuer le débat ou est-ce qu'on fait un tour de table pour mettre fin? Oui, mais c'est ce que je suis en train d'introduire en fait. Je pense que c'est juste faire le point parce que les jeunes ont parlé aussi de la bonne gouvernance, le respect des droits humains, les questions de sécurité, les questions de justice, mais aussi les questions des vulnérabilités, comme les personnes handicapées, les jeunes qui sont dans des contextes vraiment d'une grande vulnérabilité. Alors, je pense que nous allons retourner la parole aux officiels qui sont toujours connectés pour voir s'ils ont des commentaires, si Madame Lalime est connectée, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse, si vous avez des derniers commentaires avant donc de clore cette session. Est-ce que des officiels sont toujours connectés avec nous? Je vois que Monsieur le ministre de la Justice est toujours connecté. Je ne sais pas si vous nous entendez, vous pouvez prendre la parole pour un commentaire avant la fin. Ok. Alors, je vois que les officiels ne sont pas connectés. Alors, nous allons remercier l'ensemble des intervenants, l'ensemble des panélistes et les différents participants pour les contributions qui sont fort riches. Alors, il faut dire que la journée de la paix, ça c'est juste une commémoration, mais la paix, c'est un comportement qui doit s'inscrire dans notre quotidien. Et chacun d'entre nous, sans exclusive, est un élément important donc, de promotion de la paix. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, nous allons vraiment vous remercier et demander que le débat puisse se poursuivre toujours et que nous n'hésitions pas à interagir pour réellement soutenir en tout cas un environnement de paix, un environnement du respect mutuel, un environnement où en tout cas chacun se sent et vit à l'aise. En tout cas, merci encore
à Madame la représentante spéciale donc, du secrétaire général des Nations Unies. Merci à Monsieur le ministre de la Justice. Merci à Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse. Merci aux hommes et femmes des médias. Merci à tous les jeunes. Nous mettons donc fin à cette réunion de ce matin et on poursuit les débats par après par d'autres canaux. Je vous remercie. Merci.